Chez les économistes, déjà au 19e siècle, John Stuart Mill et surtout sa femme Harriet ont soulevé la question du travail invisible des femmes. Par la suite, quand les économistes ont commencé à faire les comptes nationaux, ils ont posé la question, il y a toute cette production qui est utile à l'économie, mais on ne le compte pas. C'est aussi une perception que le travail des femmes est naturel, il ne demande pas de qualification, les femmes sont dévouées, donc on n'a pas besoin de les payer. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Je m'appelle Odile Boisclair, je travaille à l'Aire des centres de femmes depuis 2003. Je m'occupe à l'Aire du financement des centres de femmes et je m'occupe aussi des dossiers violence et santé mentale. Je suis Hélène Cornelier. Depuis 40 ans, je travaille dans le milieu communautaire, principalement avec les dossiers de femmes. J'ai été pendant près de 12 ans aidante pour ma mère et donc je m'occupais d'elle dans ces dernières années, ces derniers mois, ces derniers jours aussi. Mon nom est Mathilde Laforge, je suis militante au QTCAM. Moi, c'est Sandrine Bellé, puis je suis également militante au QTCAM et on est les deux anciennes étudiantes en travail social. Je m'appelle Janine Messier, je suis présidente des agricultrices du Québec. Je siège également au Conseil du statut de la femme, représentant un syndicat, le Syndicat des agricultrices du Québec. L'Aire des centres de femmes, c'est vraiment un réseau extraordinaire. En fait, c'est le plus grand réseau féministe d'action communautaire autonome au Québec. La FEAS, c'est un organisme qui s'est fondé en 1966. C'est la fusion de deux organismes de femmes de l'époque. Et elles ont eu pour mission de rendre les femmes qui étaient membres plus conscientes de leur situation, de leurs droits ou de leurs droits en devenir. Donc, on fait de la sensibilisation, de la formation dans le but de développer des actions pour faire changer les choses. Les agricultrices du Québec sont une fédération affiliée à l'Union des producteurs agricoles. C'est un syndicat de spécialité et leur mission première est de valoriser les femmes et de valoriser l'apport économique qu'elles apportent au milieu agricole. Notre organisation, c'est les comités unitaires sur le travail étudiant, ou les CUTE. C'est des comités qui s'organisent autour de la question du travail étudiant, dont les stages non rémunérés. Pour nous, c'était vraiment la partie la plus visible de ce travail-là. Les stages qui sont non rémunérés, c'est les stages qui sont majoritairement féminins. Donc, on pense à les stages qui sont associés au travail du care, au travail de la culture, de l'enseignement. Nous, en fait, on considérait que le travail qui est effectué est un travail qui est nécessaire pour les services publics, parapublics qu'on dessert. La lutte pour le travail invisible, en fait, ça a débuté vraiment en lien avec la pauvreté des femmes, puis la question de l'austérité, ça a été vraiment, ça a mis en lumière le fait que les femmes étaient plus à risque de faire du travail invisible. On a fait d'ailleurs un questionnaire récemment en ligne sur une consultation sur le travail invisible. On a rejoint des femmes qu'on ne rejoignait pas habituellement. Je pense à Mitsou, à Véronique Cloutier, qui en ont parlé dans leurs médias. Beaucoup de femmes ont réalisé qu'elles faisaient beaucoup de travail invisible, beaucoup plus que leurs conjoints, par exemple. C'est la FEAS qui, au début, a milité pour le travail des femmes collaboratrices. Au moment de sa fondation à la FEAS, les femmes étaient à la maison, elles élevaient leurs enfants. Elles étaient aussi impliquées, si le mari avait une entreprise familiale comme une ferme, un bureau de dentiste, un bureau de comptable, une épicerie, elles allaient travailler pour leur mari. Mais elles n'avaient rien. Les biens appartenaient généralement à leur mari. C'était des agricultrices qui n'avaient pas de part, qui n'étaient ni propriétaires ni copropriétaires, mais qui travaillaient sur les fermes. Il n'était pas question non plus qu'elles aient des parts. C'était pas dans les mœurs, c'était pas dans les habitudes. Elles s'appelaient les femmes collaboratrices. Elles n'avaient rien en elles-mêmes, elles n'avaient pas de revenus, sauf la petite allocation familiale pour enfants qui venait d'être créée, puis on lui remettait un chèque mensuel. Elles n'avaient rien, elles prenaient conscience qu'elles étaient pauvres, même dans leur couple, et qu'elles seraient pauvres à la retraite, puis dans le fond, c'était la vie qui les attendait, et elles voyaient que leur fille serait dans la même situation. Alors, c'est ce qui les a amenées à faire des recherches sur le travail au foyer, c'est ce qu'on appelait à l'époque, et non pas travail invisible,
Et en 1974, elles ont parti un projet pour faire reconnaître les femmes collaboratrices dans l'entreprise familiale. De là est né le syndicat, la Fédération des agricultrices du Québec, suite aux démarches de la FEAS. Il ne faut pas oublier que ce n'est que depuis 1986 que les femmes ont droit à la prime à l'établissement pour avoir accès aux terres et seulement qu'en 1990 que les conjointes de plus de 40 ans peuvent avoir accès au financement sans l'autorisation du conjoint-conjointe. Alors, c'est un peu pour ça que les agricultrices du Québec existent aussi. Depuis le printemps érable en 2012, bien, il y avait eu une certaine désorganisation dans le mouvement étudiant. À ce moment-là, qu'on pensait que vraiment le mouvement étudiant était vraiment faible, bien, il y a eu la grève des internes en psychologie, qui n'était pas un programme qui était traditionnellement dans les programmes les plus mobilisés. Fait que c'était quand même quelque chose d'intéressant et de nouveau qui a beaucoup intéressé les CUTE. Par contre, contrairement à cette grève-là, nous, ce qu'on souhaitait faire, c'était de créer un mouvement pour la rémunération de l'ensemble des stages, mais qui ne ferait pas de distinction entre les programmes au niveau du DEP, des techniques et de l'université. Puis on voulait montrer, bien, dans le fond, que la grève des stages, c'est une grève des femmes, puis que c'est un arrêt, dans le fond, de ce travail invisible qu'on fait au quotidien, puis que les stages, dans le fond, en font partie parce qu'ils sont toujours dans le domaine un peu du travail invisible des femmes. La pauvreté est une préoccupation importante pour les centres de femmes parce que c'est une des 4 problématiques les plus souvent abordées par les femmes lorsqu'elles viennent nous voir dans les centres de femmes. On a travaillé en association avec beaucoup de groupes, avec la Fédération des associations des familles monoparentales, avec le Front commun des personnes assistées sociales et aussi avec Relais Femmes sur la question des retraites. Parce que les femmes à la retraite bien, sont pauvres, s'appauvrissent beaucoup et aussi accomplissent des tâches incroyables. Soit elles sont grand-mères, elles sont au service des petits-enfants et ou elles accompagnent des parents qui sont malades. Et ça, c'est pas compté dans le PIB, c'est pas compté, c'est du travail qui est vraiment pas reconnu. Politiquement, on s'est impliqué sur toutes sortes de luttes, notamment plus récemment, sur la question de l'austérité, qui avait un impact direct sur les femmes. Et sur la question des pensions alimentaires, on a appuyé le Front commun de lutte des personnes assistées sociales, comme quoi c'était pas un revenu pour les femmes, mais c'était bien un revenu pour les enfants. C'est pas fini. On s'en va avec ça, on s'en va vers une journée nationale des centres de femmes qui va porter sur le travail invisible que font les femmes. Et cette journée-là se veut une journée pour sensibiliser la population, les gouvernements à ce travail-là et amener des reconnaissances. Disons qu'actuellement, notre préoccupation majeure sur le travail invisible, c'est de faire avancer le régime d'assurance parentale, d'abord pour inclure les mères qui ne sont pas admissibles parce qu'elles n'ont pas gagné 2 000 $ dans l'année précédant la naissance de l'enfant, et faire aussi intégrer les proches aidantes à ce régime-là pour en faire un régime de prestations familiales, parce que les proches aidants n'ont que des crédits d'impôt, des prestations de compassion pas très bonne au fédéral. Donc, on voudrait rapatrier ça au Québec. Ça, c'est notre majeur. On travaille aussi sur le régime de rente du Québec pour faire reconnaître la partie du travail des femmes puis qu'il y ait une forme de compensation pour les années qu'on a données à notre famille. Avec le financement du secrétariat à la condition féminine, on fait une étude sur le travail invisible. Et ce qui est ressorti de l'étude, c'est que 108 millions de dollars échappent à chaque année aux femmes en travail non rémunéré. À la suite de ça, il y a une co-collaboration qui est faite avec le secrétariat à la condition féminine et l'UQAM pour créer un outil pour chiffrer le travail invisible de chaque femme sur chaque ferme pour peut-être transformer ça en gain fiscal, en crédit d'impôt. Alors, les ACU, les agricultrices du Québec, continuent leur représentation dans ce sens-là. Les CUTE ont mené, en fait, des actions depuis 2016 pour faire reconnaître la revendication d'un salaire pour le stage. Les militants ont opté comme moyen de pression la grève des stages, qui était quand même un nouveau moyen de pression dans le mouvement étudiant. Et donc, la grève des stages a permis, en fait, de rendre visible le travail qu'on effectuait sur nos milieux de travail. Comme gain sur la question de la pauvreté des femmes,
femmes, ça fait une couple d'années de ça, on a travaillé sur la question de la taxe santé. On a réussi à la faire abolir. Je pense pas qu'on était toutes seules, les centres de femmes, à faire abolir cette taxe-là, mais enfin, on était très contentes parce que souvent, les femmes qui ont des salaires, mais des petits salaires, contribuaient à la taxe santé. Il y a une campagne que la FIAS a faite en 1998. Le gouvernement fédéral voulait jumeler les pensions des couples. Et la FIAS est beaucoup sur il faut que les femmes puissent avoir leurs affaires à elles. Donc, leur pension, leurs prestations, parce que quand c'est fusionné, souvent, ça aide monsieur sur ses impôts parce que lui, il en enlève, il en donne à sa femme, mais elle, ça augmente, fait qu'elle paye plus d'impôts. Ça n'aide pas les femmes parce que pour le moment encore, les femmes ont des revenus moindres que ceux des hommes. Donc, en 1998, le fédéral décide qu'il veut faire avancer ça. La FIAS s'est mobilisée, a fait publier des petites cartes postales avec un message. Il y en a eu 52 000 qui ont été envoyées. À cette époque-là, on avait peut-être 20 000 membres, mais donc on a comme doublé, presque triplé la quantité de membres qu'on avait. Puis on est allé chercher ça, puis on a envoyé ça au fédéral. Et ça a fait bouger le gouvernement qui a laissé tomber, le fédéral qui a laissé tomber cette mesure-là à ce moment-là. Après ça, les gains qui sont venus auxquels on a collaboré, c'est par exemple le service de garde public pour que les femmes puissent aller sur le marché du travail. Aussi, le régime d'assurance parentale, qui est un gain énorme au Québec depuis 2006. On a participé aussi aux gains comme au régime de rente du Québec. Le régime a institué une clause qui fait que quand j'ai demandé à 64 ans mon régime de rente, ils ont calculé les années de mon fils de 0 à 7 ans. Et comme je n'avais pas de revenus, ils ont enlevé ces années-là, ce qui m'a permis d'avoir une meilleure rente dès le départ. En termes de gains, le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, a annoncé le 18 juin dernier qu'il y aurait 16 programmes où les stages seraient compensés. Donc, ça représente en tout 17 000 étudiants et surtout des étudiantes qui vont avoir accès à des bourses pour faire leur stage. C'est important de rappeler que c'est pas ça qu'on demandait, entre autres parce que nous, on voulait un salaire pour avoir accès, entre autres, aux protections des normes du travail, surtout en cas de harcèlement dans les milieux de stage. Mais ça représente quand même un gain direct par rapport à la grève. Puis je pense que ça montre aussi l'importance de pas seulement se battre contre des reculs comme le mouvement étudiant a fait beaucoup traditionnellement, mais aussi de faire des demandes pour avoir des nouveaux gains sociaux, puis aussi tous les gains que ça a permis de faire en termes de liens, puis en termes de mettre de l'avant cette analyse-là du travail des femmes pour des luttes futures. Fait que ça donne espoir aussi que les conditions de travail vont s'améliorer si on continue la lutte dans ce sens-là. La lutte n'est pas finie, non. Il reste plein de choses à faire. C'est pas terminé, ça continue. Je pense que ça va prendre encore énormément d'années. Les gouvernements ne sont pas prêts à reconnaître et à financer ce que ça veut dire. Et la société n'est pas toujours prête à ça. C'est un élément qui a des ramifications un peu dans l'ensemble de l'économie. Et les femmes font la bataille pour la reconnaissance, mais aussi pour partager le travail invisible. Il faut continuer à militer pour reconnaître le travail non rémunéré et le chiffrer. En ce moment, on est en train de faire le bilan, où est-ce qu'on va publier le bilan de la grève un peu, puis de ce qui a été accompli l'hiver dernier. Il y a un regain d'intérêt de la part des féministes sur ce sujet-là. Je pense que ça va aider. Puis les jeunes féministes sont de plus en plus conscientes. Je pense qu'il y a plein de lieux où est-ce que cette lutte-là peut s'organiser puis que ça peut être vraiment intéressant. Ça m'encourage parce que c'est des jeunes qui mettent l'épaule à la roue pour que ça avance, ces choses-là, pour que les femmes soient reconnues, que le travail des femmes soit reconnu à sa juste valeur. C'est la grâce que je nous souhaite, puis avec la jeune génération qui est plus consciente de ces rôles-là et de l'impact sur leur vie, puis qui est prête à agir dessus, mais je pense que ça va faire une différence.